Bonjour et bienvenue dans la pile à lire de février. Alors vous allez voir, dans la pile à lire de février, vous allez revoir bien sûr les 3 thématiques que j'ai décidé de faire cette année, mais je continue un tout petit peu ma ligne directrice de l'année sur les, entre guillemets, pavasses, qui ne sont pas forcément des pavasses d'ailleurs, mais en tous les cas mes livres d'histoire, avec un grand H, hein, pas des trucs pour... pas oui à la plage ou Martine à la campagne, hein, on est bien d'accord sur la question. Et aussi quelque chose qui m'est arrivé par hasard, parce que quand j'ai vu passer la proposition, c'est très rare que je le fasse, mais là je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Alors, au programme, un roman régional, un roman qui est issu de mon carnet, 4 livres, dont 2 qui sont des recommandations, un qui est un cadeau et l'autre qui est une recommandation, et bien sûr la chose à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, pour le roman régional, le mois dernier nous étions dans le Périgord, dans le Sud-Charente, et là nous allons partir dans le Nord, oui, le Schnorr, comme diraient certaines personnes, avec La poussière des corons de Marie-Paul Armand, qui m'a été très chaudement plusieurs fois recommandé par des personnes qui lisent ces romans régionaux, et dont une qui m'a dit: ma maman a adoré et adore tous les Marie-Paul Armand, donc tu peux y aller. Voilà, donc j'y suis allée. Alors, c'est un drame en fait, qui est l'un des épisodes de la vie quotidienne des corons du Pas-de-Calais au début du XXe siècle. Et donc on suit avec minutie et émotion Madeleine, qui est la fille d'une famille de mineurs, qui va raconter sa vie, la catastrophe de Courrières en 1906, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à la fin des années 60. Voilà. Alors évidemment, quand j'ai lu le résumé, et que j'ai vu que ça parlait de Courrières, qui m'avait été raconté par mes mes grands-parents, je me suis dit, bah ça je peux pas le louper, donc évidemment La poussière des corons, Marie-Paul Armand. Ensuite, issu du carnet, alors j'en ai lu quand même pas mal de cet auteur, mais celui-ci me faisait de l'œil quand il était sorti. Évidemment, gourdasse que je suis, je ne l'ai pas lu. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans le carnet Moleskine. Alors cette fois-ci je vais m'y coller, hein, quand même. Les Lions du Panchir, donc de Ken Follett. Alors nous sommes avec Jane en vérité, qui est une jeune étudiante anglaise qui vit à Paris et qui découvre que l'homme de sa vie, qui est un Américain du nom de Ellis, n'est pas le poète sans le sou qu'il prétend être, mais en fait un agent de la CIA. Et par dépit, elle va décider d'épouser un certain Jean-Pierre, un jeune médecin idéaliste comme elle, qui l'emmène à vivre en Afghanistan. Ils vivent là en soignant les résistants dans la vallée des Lions, donc au cœur du Panchir, mais Jean-Pierre n'est pas non plus le médecin dévoué que l'on croit, et le cauchemar va commencer pour Jane. Alors bon, évidemment, vous vous imaginez bien que quand j'avais lu le résumé, cela ne faisait que m'interpeller. Ah bah ça c'est... Oh bah on connaît les marottes de Lisa maintenant, voilà. Autre livre, et ça c'est dans la ligne directrice histoire que je me suis fixée, oui, ah bah c'est un peu ma marotte encore, hein, toujours ma période chérie. C'est un livre, en fait, que j'avais lu partiellement quand j'étais plus jeune, enfin en tous les cas quand il était sorti. Et que j'avais emprunté en fait à la bibliothèque, et pour une raison X ou Y et que je ne me souviens absolument plus, j'avais demandé à ce que on me l'achète pour un de mes anniversaires, et ce livre était quasiment introuvable. Donc quand j'étais retournée à la bibliothèque pour le récupérer, parce que je crois que j'avais dépassé un peu les délais impartis la première fois, il n'y était plus. Voilà. Et là, j'avais lancé une alerte SOS en détresse alors sur des sites bien sûr de vente, mais aussi à un de mes contacts, qui est en fait un bouquiniste qui tient une boutique que de vieux livres. Alors ça, c'est pas des vieux livres d'occasion, hein, enfin c'est pas des livres de seconde main, c'est des livres, c'est des vieux livres dans le sens des éditions assez rares, etc. Littérature étrangère française,
pas des contemporains, vous ne trouverez pas des Marc Lévy ou des Amélie Nothomb ou des Houellebecq ou quoi que ce soit, vous ne trouverez pas ça. Voilà. Et des livres d'histoire. Il est spécialisé dans les livres d'histoire, il n'est pas spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale, il est spécialisé dans l'époque napoléonienne et à la siècle des Lumières et à la Troisième République, mais il s'y connaît quand même un petit peu, donc je lui avais dit « Ah, cherche celui-là !» Et en fait, il m'a appelé en me disant « À trouver !» Voilà. Et j'ai dit « Bon état ?» Il me fait « Pas mal quand même, hein, pas mal. » Tout. Et quand j'ai vu, je fais « Ah ouais, pas mal, quasiment neuf le truc. » Voilà. Alors, ça s'appelle « Vue d'Allemagne » de André Böckler. C'est 90 ans après l'arrivée au pouvoir de Hitler. André Böckler, en fait... demeure en fait un passeur essentiel puisqu'il a informé ses lecteurs français de l'actualité d'Outre-Rhin à la une de la presse à grand tirage. Je pense que beaucoup de gens connaissent ces articles et voilà, c'est quand même quelqu'un qui a eu une vie assez riche. Alors, il a un talent de conteur et il continue toujours de dresser un panorama assez exhaustif de cette période cruciale et eh bien, dès février 1933, dans l'Intransigeant, Böckler avait conclu le danger pour l'Allemagne traversé de courants contraires, fiéveuses et impulsives, et que le programme hitlérien comporte certains chapitres qui ne sont pas destinés à apporter l'apaisement. Ce sont les déclarations de guerre à la démocratie, que le chef trouve d'inspiration un peu trop française et au socialisme juif. Quand on a l'attitude à l'égard des organisations communistes et à ses idées sur le traité de Versailles, elles ne sont pas faites non plus pour rassurer l'opinion. Voilà. Donc inutile de vous dire que voilà, il va regarder ce qui se passe et il va raconter aussi ses dignitaires nazis. Donc inutile de vous dire que voilà. Ah écoutez, hein, quand on a des marottes et quand on a des passions, on les suit. Alors, autre livre que je vais lire, et ça je vais continuer la saga parce que je l'adore, c'est un livre qui sort en poche le 12 février, si je m'abuse, donc je l'achèterai quand il sortira. Donc je ne l'ai pas encore, mais il est à ma liste. Joli mois de mai de Alan Parks, sachant que le mois de juin sort là, dans pas longtemps, broché, mais moi j'attends tout en poche pour cette saga-là, puisque je les ai. Alors, nous sommes toujours à Glasgow, nous sommes toujours dans les années 70. Le voile du deuil s'est abattu sur Glasgow, puisqu'un salon de coiffure a été ravagé par un incendie qui a fait 5 morts. Lorsque 3 jeunes sont arrêtés, la foule se déchaîne, mais sur le trajet vers la prison, le fourgon cellulaire est attaqué et les 3 jeunes sont enlevés. Le corps de l'un d'entre eux est retrouvé le lendemain, et donc notre inspecteur Harry McCoy, qui n'a que peu de temps pour empêcher les 2 autres de subir le même sort, se jette dans la bataille. Ah bah écoutez, on va retrouver notre bon vieux Harry, toujours ses casseroles aux fesses, mais toujours un bonheur ce garçon. Voilà. Autre livre que je vais lire, ah oui ça fait un peu beaucoup quand même je trouve, mais bon, oh écoutez, plus on est de fous, il n'y a pas beaucoup de jours en février, moi je mets plus de livres, comme quoi on n'est pas normal. Le prochain livre que je lirai m'a été offert par ma copine Rosie, je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Ça s'appelle Âme brisée de Akira Mitsubayashi. Alors je suis très peu, on va le dire quand même, je suis très peu connaisseuse de la littérature asiatique, mais vraiment. Autant je peux être quelquefois fascinée par la société nippone, surtout au niveau de ce mélange harmonieux, alors je pense qu'ils sont les seuls à avoir fait ce truc, entre la technologie du 21e siècle absolue et l'histoire, les traditions, l'ancrage dans les traditions et le passéiste. Alors ils sont très modernes, mais ils s'attachent absolument à ces traditions, à vieux, et quand je dis vieux, c'est tout personne comme monument, comme passé, comme histoire, etc. Et d'ailleurs, on devrait peut-être prendre des enseignements sur ce genre de trucs. Alors, autant j'aime bien ce côté-là, autant côté littérature, je suis une bille.
Ah bah si quand même. Voilà, donc je compte sur Madame Rosie parce que elle aime beaucoup. Donc voilà, elle m'a envoyé ce livre-là. Nous sommes à Tokyo en 1938, en pleine guerre entre le Japon et la Chine. Ça, je connais. Ah bah si, bah évidemment, histoire 38 en plus. Ah, c'est un peu ma période quand même. Je rappelle, période 1919-1947, voilà, c'est à peu près ma période la plus connue. Nous sommes avec 4 violonistes amateurs qui se réunissent régulièrement pour répéter. Un jour, ils sont interrompus par des soldats soupçonnés de comploter contre le pays. Caché dans une armoire, Ray, je suppose qu'on prononce comme ça, assiste à l'arrestation de son père et cet événement constitue pour lui la blessure première qui déterminera son destin. Mais le passé peut-il être réparé? Grande question pour une fan de l'histoire. Autre livre, et ça m'a été grandement, mais très grandement recommandé. Je connaissais déjà l'auteur. J'en avais entendu parler plusieurs fois, je m'étais renseignée, mais celui-là de livre, bah écoutez, j'attendais que quelqu'un m'en parle, et donc Dame Chantal m'a recommandé la lecture de L'étranger aux yeux bleus de Yuri Rikeo, et donc on est avec une jeune ethnographe russe qui débarque en 1947 à Welen, petit village au bord du détroit de Bering, dans le but de nomadiser dans la toundra avec une tribu Tchotchouk, d'éleveurs de rennes. Séduite et fascinée par un jeune de la tribu rencontré dès son arrivée, elle l'épouse et part vivre avec lui au sein de sa tribu. Alors, il est dit que Rikteou fait un roman d'amour pour un peuple à jamais perdu, destin fascinant d'une scientifique rattrapée par sa passion, constat lucide et sans concession des absurdités de l'histoire, tu m'étonnes dans cet endroit. Ce livre, donc, qui est d'un écrivain de cette tribu, aux prises avec sa mémoire et un véritable plaidoyer spirituel pour les derniers chamanistes. Autant vous dire que ce genre de truc, évidemment, ça ne peut que m'attirer. Et dernier livre que je lirai, à part le George Sand. Oui, alors, vous savez que je relis George Sand. Je ne sais pas quel George Sand je vais lire, puisque au mois de janvier, j'ai décidé au dernier moment de relire Mopra. Donc on verra bien. Voilà, peut-être, je sais pas. Je verrai. J'utilise la plateforme Abellio uniquement pour référencer mes livres, les livres que je lis, et mes romans, enfin ceux que j'écris, évidemment. Et la dernière fois sur mon profil est arrivée une masse critique Babelio. Alors honnêtement, je le fais très rarement, parce que à part des choses très... très lambda, mainstream, il n'y a pas grand chose quand je regarde les listes qui m'intéressent. Ils proposent très rarement, très rarement des livres d'histoire, ou alors quand c'est des trucs d'histoire, c'est des trucs pour le commun des mortels, et bon, excusez-moi, alors au point de paraître pas snob, mais un peu élitiste, je pense que si vous me suivez, vous voyez à peu près les livres d'histoire que je peux lire. Voilà, donc je lis pas oui à la plage, on est bien d'accord, et donc ce genre de truc, ça me va pas. Et là, dans la masse critique, c'était des pièces de théâtre. Alors comme je sortais d'une année où j'avais relu 12 pièces de théâtre qui étaient mes préférées, je me suis dit, tiens, je vais jeter un coup d'œil, parce que c'est du théâtre forcément moderne. Et je suis tombée, en fait, sur ce livre-là, qui m'a attirée, parce que... J'ai lu décembre 89 et quand j'ai vu la ville qu'on citait 1989 et le pays, je me suis dit je peux pas louper ça. Alors nous sommes en 1900, le récit commence au seuil des événements de décembre 89, alors étant assez vieille pour les avoir vus en direct à la télévision, on est bien d'accord. Quelque part non loin de Timisoara, ça va parler aux plus vieilles d'entre vous. Pour faire immédiatement un saut dans le passé, reconstituer la généalogie des personnages et leur histoire. On vient ainsi à l'hiver 1944-45 et à la victoire de l'armée rouge et aux années de déportation des ethnies allemandes dans des camps de travail en Sibérie. Oui, ça, il ne faut pas l'oublier non plus, Voilà. Il y a beaucoup de gens qui oublient après ce qui s'est passé. Le récit est repris dans les années 2006-2007, après l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne et l'ouverture à l'économie de marché. D'autres personnages entrent en scène, ceux qui ont émigré en Allemagne et reviennent en touristes et ceux qui y sont restés. En fait, c'est l'histoire de disparus
Histoire de revenant. Ce texte est donc un geste contre l'oubli et l'ignorance. Ça s'appelle Disparition d'Élise Wilk et qui est une auteure, une dramaturge roumaine. Donc ça m'intéressait grandement de lire ce qu'elle en parle, comment elle en parle et ce qu'elle en dit. Donc voilà, ça c'est ma pile à lire pour le mois de février. Oui, je sais, c'est un peu beaucoup. Surtout que la Pavasse de Beauclerc, inutile de vous dire que ah là 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 là, c'est tout écrit tout petit, tout petit. Mais bon, voilà, La poussière des corons, Le lion du Panchir, c'est pas très très épais. Honnêtement, Disparition, la pièce de théâtre, c'est même pas 100 pages, donc ça va aller vite. Je pense que les 3 poches, ça devrait pouvoir se faire. Je pense que le plus gros morceau est Vue d'Allemagne, mais bon, comme c'est ma partie que j'aime et que je suis passionnée par ce genre de choses, je pense qu'il n'y aura pas de problème majeur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des lectures communes avec moi ou s'il y a des choses que je viens de citer qui vous intéressent. Encore merci de tous vos commentaires fidèles. De vos présences. N'oubliez pas des petits pouces, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas d'activer la cloche pour savoir quand je sors des vidéos. Merci à ceux aussi qui sont restés au moins un mois pendant toutes les vidéos de fin d'année, de bilan, etc. où on voyait ma tronche et qui depuis sont partis. Hein. Voilà. Because je pense que quand vous sortez pas une vidéo tous les 3 jours, l'algorithme vous oublie et les gens se disent ah elle sort plus rien, je me désabonne. Voilà. Ou alors ils voulaient juste voir ma tronche et mes bilans de fin d'année, ce qui est quand même assez ridicule. Vous abonnez pas pour ça les mecs, hein. Vous avez qu'à noter mon nom et puis vous regardez de temps en temps. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. On se donne rendez-vous bien sûr à la fin du mois, voire au début du mois de mars pour le point lecture de tout ça. Entre-temps, vous pouvez voir les mots-clés que je donne à chaque livre sur mes stories Instagram. Et puis on se retrouve prochaine vidéo, je n'en sais rien. Ah bah non, prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est la prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est? À grande question. Alors, j'ai planifié tout le mois de février parce que je vais être très prise au mois de février, j'ai un truc important. Je pense que la prochaine vidéo, ça doit être la thématique historique. Et la thématique historique, on me l'a demandé plusieurs fois, c'est la résistance française. Alors, inutile de vous dire que je vais vraiment résumer, vraiment condenser, parce que sinon on peut y passer 4 heures, hein, voire 12, et que j'ai décidé de parler de résistantes de femmes aussi, et pas forcément celles qu'on nomme tout le temps, voilà, des gens dont les noms sont pas forcément hyper méga connus, parce que, bon, voilà, on en parle toujours des mêmes, mais il y en a d'autres derrière, et avec une petite pensée pour Madeleine Riffaut qui nous a quittés, voilà, donc il y en aura d'autres, mais ça fera partie du deuxième partie du podcast, histoire que vous puissiez vous intéresser à ça. Je pense faire une vidéo sur mes sagas chéries, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc ça va être compliqué, because vous savez que j'en ai quand même pas mal. Donc j'ai quand même décidé de me mettre plutôt du côté coup de cœur absolu, dans le sens où il y aura des hors compétitions parce que forcément le département V va y être, mais c'est quelque chose qui s'est étalé sur tellement d'années. Je pense que c'est celle que je vais mes sagas chéries, les dernières, enfin celles qui sont arrivées en dernier, voilà, pas forcément celles que je traîne depuis 20 ans, parce que sinon il faudrait que je mette Patricia Cornwell, etc. Cornwell, donc voilà, je veux pas forcément coller, je vais pas faire une vidéo exhaustive, mais voilà, je vais essayer de faire mes dernières sagas chéries. Et oui, pour celles qui l'ont demandé, oui, je parlerai bien sûr de Niklas Nattosdag. Hein. Ah oui, non, mais vous imaginez bien, je peux pas passer à côté du moment débile où les yeux embués, je parle de Cécile Vinge. Voilà, c'est ça, c'est fait. Comment se ridiculiser? Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis, écoutez, bonne lecture à toutes. Et à tous, enfin à toutes, parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de garçons ici. Il y en a un ou deux qui traînent, je sais pas, ils sont perdus. Ciao.